Dans notre pays, Emmanuel Macron, en Conseil des ministres ce matin, a demandé à ses ministres de se montrer intraitables après les violences survenues cette semaine. Aucune violence n'est légitime, dit-il, qu'elle soit verbale ou contre les personnes. Il faut, dit-il, et c'est là que c'est très important, travailler en profondeur pour contrer ce processus de décivilisation. Maître Olivier Pardoe, décivilisation, c'est un mot extrêmement lourd de sens. Oui, mais c'est un mot juste. C'est-à-dire que la barbarie gagne dans notre pays. Oui, il y a des barbares dans la République française. C'est un fait. Qui sont-ils ? Ce sont des gens qui ont leurs propres règles, ont leurs propres codes, et se moquent éperdument de ce qu'est la règle commune et ce qu'est la vie humaine. Vous l'avez dans les banlieues. Vous pouvez constater qu'il y a des... Moi, je suis Marseillais comme Karim, et on sait qu'il y a des endroits où la police ne rentre pas et où la barbarie règne. C'est-à-dire, vous passez dans un immeuble, vous devez rendre des comptes à des gens qui sont là sans les règles de la République. Ils attaquent les commissariats parce qu'ils se moquent de tout cela. Et que l'on est désemparé. Pourquoi on est désemparé ? Parce qu'on refuse des mesures qui sont des mesures simples. L'évolution, c'est une évolution de l'augmentation des droits. Mais ça doit être aussi une évolution de la protection de la société. La sûreté, c'est un des premiers droits. Et par exemple, pour les problèmes psychiatriques, il y a chez les psychiatres une volonté que l'on adhère au programme et qu'on refuse les milieux fermés. C'est sûr que de soigner quelqu'un qui est entravé et qui ne veut pas être soigné, c'est difficile. Mais qu'en fait-on ? Où les mettons ? On les met dans la rue. Et si on les met dans la rue, vous avez les drames que nous connaissons. Ça, c'est pour une partie. Et puis, il y a d'autres parties encore qui viennent. Parce qu'à un moment donné, l'ordre républicain refuse de se donner les moyens de taper là où ça fait bas. C'est sûr que de s'attaquer aux affaires politico-financières, c'est peut-être plus prestigieux et plus intéressant. Plus médiatique. Mais le danger, il n'est pas là. Il est dans les gens qui meurent du fait de ces barbares. Geoffroy Lejeune, encore une fois, décivilisation, c'est grand relâchement de la conscience morale, effondrement du comportement civilisé. On est face à un recul civilisationnel aujourd'hui. Alors en France, mais en Occident, parce qu'on peut élargir ça à tous les autres pays de l'Occident. Écoutez, je pense, en tout cas, j'ai l'impression que je le constate, et puis le sommaire de vos émissions ne fait que le prouver. En réalité, toutes les semaines, on commande ce genre d'affaires. C'est absolument sordide. Après, on a créé les conditions aussi de ce recul civilisationnel, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une tendance naturelle de l'homme à quelque chose de très sombre et probablement d'un retour à l'état de nature. Et en fait, la civilisation, c'est d'empêcher ça. Et aujourd'hui, on ne l'empêche plus. Moi, je suis absolument d'accord avec ce que Maître Pardoe expliquait à l'instant. Par exemple, sur la question des fous, je suis assez d'accord, moi, avec l'adage « on ne juge pas les fous », parce que je pense qu'en effet, c'est pas exactement pareil. Les malades mentaux. Oui, les malades mentaux, les psychopathes, vous les appelez comme vous voulez, mais je pense que c'est... Mentaux, mais en revanche, par contre, d'une pathologie il y a mentale. une autre question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on en fait en effet, et pourquoi est-ce qu'on ne les enferme pas ? Et moi, je suis frappé dans les débats qu'on a en ce moment sur l'invraisemblable orgueil de la psychiatrie, en réalité, c'est-à-dire cette discipline, cette science, en fait, cette médecine qui voudrait Ils ont perdu la moitié des lits en 20 ans. Et je sais qu'on a souvent le débat ici en disant le parent pauvre. Et plus personne ne veut faire de la psychiatrie. Et qu'on dit que c'est le parent pauvre de nos politiques publiques, etc. Mais en attendant, reconnaissons une fois, en fait, que nous sommes parfois impuissants face au mal, parfois impuissants face à la folie. Dans toutes les époques et dans toutes les civilisations, il y a eu des gens qu'on ne pouvait pas soigner, il y a eu des gens dont on ne pouvait rien faire d'autre que les enfermer. Les enfermer, Charles-Laurence. Mais il n'y a pas d'endroit aujourd'hui. Mais c'est pour ça que moi je vous dis, je veux bien assumer de payer des impôts si c'est pour avoir plus de force de l'ordre et plus de places de prison. Ce que je veux juste vous dire, c'est que c'est un échec évidemment pour la société que des gens soient enfermés, qu'il n'ait pas d'autre avenir que ça. Mais en fait, c'est une réalité aussi. Et par moments, en fait, arrêtons de nous bercer d'illusions sur le fait que certains, pardonnez-moi, mais le meurtrier de Sarah Halimi, dont d'ailleurs la schizophrénie avait été causée par l'usage de cannabis, peut-être qu'il n'a plus sa place dans la société. Peut-être qu'il n'a plus jamais sa place dans la société. Alors, plus jamais, vous franchissez un cap là, Geoffroy. Pourquoi ? C'est-à-dire, c'est lequel ? Ça s'appelle la perpétuité réelle, en fait. C'est un cap. Okay, d'accord. Mais attendez, si vous faites allusion à la peine de mort, la raison pour laquelle la peine de mort a été la norme pendant très longtemps, y compris chez nous, et qu'elle est encore la norme dans certains pays, c'est ça exactement. C'est une question de protéger la société ad vitam d'un certain individu. Oui, sauf qu'il y a le problème de l'erreur judiciaire. Et que dans le cadre de l'erreur judiciaire, la peine de mort, c'est irréversible. Je suis d'accord avec vous, cher maître. Et par ailleurs, c'est pas du tout mon sujet aujourd'hui. Moi, en plus, à titre personnel, je suis pas favorable à la peine de mort. En revanche, par contre, la perpétuité réelle répond à cette question. Et si vous voulez, aujourd'hui, je pense que une des manières que nous avons eu d'armer la barbarie, c'est aussi de penser qu'on pouvait guérir tout le monde,
sauver tout le monde et que la rédemption était accordée à tout le monde. Ça n'est pas vrai. Mais oui, et notamment par la consommation et le confort matériel. Ça ne marche pas. Éric Sur le Revel. mot fort du président de la République, décivilisation, l'ensauvagement exceptionnel auquel on assiste, pour moi, est le symptôme le plus patent de cette décivilisation. Et pour moi, l'ensauvagement exponentiel auquel on assiste, puisqu'on commente tous les jours des faits divers et des faits de société sordides, il a deux raisons. Vous en avez parlé, Maître, c'est l'effondrement de l'autorité républicaine. Et puis la deuxième chose, il faut en parler aussi, parce que c'est exponentiel dans notre pays, c'est le trafic de drogue. Et vous savez, j'ai en mémoire cette interview que je cite couramment, parce qu'elle m'a frappé, de la procureure de la République de Paris dans le journal Le Monde, où elle expliquait qu'au rythme où allaient les choses, en fait, c'était l'état de droit lui-même qui était menacé, comme il est menacé aux Pays-Bas ou ailleurs. C'est-à-dire que, tout à l'heure, Geoffroy Lejeune reprenait le mot de narco-État. On est aujourd'hui dans un État, me semble-t-il, qui est totalement absent sur des positions extrêmement fortes qu'il a abandonnées. Tout à l'heure aussi, on parlait de ces balles de cocaïne qui avaient été retrouvées au bord de la Manche, de ces saisies records par tonne entière de drogue, du fait que le port du Havre devient la porte ouverte, du fait que la France devient une plaque tournante du trafic de drogue. La procureure de la République de Paris, je ne sais pas si vous en souvenez, Maître, disait attention, on est dans une situation où maintenant les grands trafiquants vont s'attaquer à l'état de droit. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Mais ils ont déjà extrêmement gagné. inquiétant. Pardon, Karim Zeribi. Donc, et face à la décivilisation, moi je voudrais quand même que le président de la République nous donne quand même quelques réponses. Il est quand même là pour ça. Le constat et le diagnostic, chacun peut effectivement l'établir. Moi, il y a une expression que j'aime beaucoup et je trouve c'est la faillite de notre société au cours de ces 30 dernières années, c'est l'expression la volonté politique. Je considère que nous n'avons pas de volonté politique. Et donc, nous commentons la société décadente, je dirais, au fil des décennies dans laquelle nous vivons. La volonté politique, on parle de la délinquance des mineurs. 50 centres d'éducation renforcés dans le pays. 104 départements. On n'en a même pas un par département. Et on dit cette délinquance, elle explose. Qu'est-ce qu'on attend? La volonté politique pour mettre à minima un centre d'éducation renforcé pour encadrer les délinquants mineurs dans chaque département. On nous dit il faut que la justice soit plus répressive, notamment face aux violences. 72 000 détenus, 60 000 places de prison. Donc on est en surpopulation carcérale, c'est digne d'un pays sous-développé. Donc que fait-on et qu'attendons nous pour créer des places de prison? Et dans ces prisons-là, où il y a 72 000 détenus, il y en a 22% qui relèvent de psychiatrie et qui ne sont pas traités. Donc ils sortent, ils sont aussi dangereux, sinon pire qu'avant d'y être entrés. Mais la volonté politique, si elle était là, tout ce que j'évoque là, on agirait, on se donnerait les moyens. Vous soulignez la volonté politique, mais les élus eux-mêmes sont attaqués. Et je vais vous faire écouter le maire de Saint-Brévin, parce qu'il y a eu une manifestation aujourd'hui dans sa ville. Il n'y a pas participé, mais il a quand même pris la parole. Lui, il a été menacé. Et il dit l'État n'était pas au rendez-vous. Donc même les politiques, vous parlez de volonté, eux, ils ont peur. Écoutons-le. J'ai décidé de tout dire, de tout révéler lors de cette commission, pour montrer en fin de compte que les agressions des élus, c'était pas isolé, c'était quelque chose qui est très important au niveau de la France. Au niveau de la commission, j'ai voulu démontrer également qu'on n'avait pas eu de soutien de l'État, que ce soit donc au niveau du sous-préfet et du préfet, et également de la procureure de la République. Voilà pour Yannick Morez, le maire de Saint-Brévin, qui a été menacé. Ses véhicules et sa maison ont été incendiés parce que il voulait accueillir un centre d'accueil pour migrants. Et visiblement, ça a déplu. Sabrina Medjeber, c'est un autre signal de la décivilisation quand on s'en prend aux élus. Alors, ceux qu'on a élus, donc. Les attaques envers les élus ne sont que la résultante de comportements, justement, ou des profils psychopathiques, dont je rappelle encore une fois, qui sont des profils dénués et d'affect et d'empathie. Maintenant, la décivilisation de la société, il faut aussi l'entendre par ce que doit être la civilisation dans la famille. C'est-à-dire que le narratif familial doit aussi intérioriser chez leurs enfants des interdits. Les parents doivent aussi baliser ce que l'enfant peut faire ou ce que l'enfant ne peut pas faire. Et ça, c'est le monde idéal. Ah, mais c'est le monde idéal, où il y a deux parents qui rentrent à 17h et qui s'occupent formidablement de leurs enfants, leur font faire les devoirs, etc. Alors, est-ce que c'est un monde idéal? Moi, je rêvais.
Moi, j'ai eu un parent ouvrier qui n'avait pas de grands moyens, un papa ouvrier qui n'avait pas de grands moyens et qui pourtant m'a transmis un écosystème de valeurs. Je parle de présence et d'éducation, mais de présence également. Mais je veux dire, si les parents ne font pas le minimum, je ne demande pas à ce qu'ils soient entièrement présents avec leurs enfants et qu'ils les accompagnent dans tout un tas de processus d'émancipation comme le sport, comme l'art, comme la poésie, etc. Je demande simplement aux parents de leur fournir des bases primaires qui sont les bases de la civilisation. Respecter son prochain, dire bonjour, dire merci, laisser une personne âgée dans le bus s'asseoir à la place. Vous voyez, tous ces mécanismes qui fondent en fait une société. Mais absolument, je veux dire, lorsqu'on parle de barbarie, on parle de la fin de la civilité, on parle de société complètement anomique, où il n'y a plus du tout de loi dans la société, mais effectivement, c'est la loi de l'individu ou la loi du clan, comme vous le rappeliez tout à l'heure. Mais c'est très juste. Par exemple, dans la lutte contre la drogue, si vous agissez sur des enfants au cours préparatoire, en montrant les méfaits de la drogue, vous avez un impact certain. C'est-à-dire que là, il y a une écoute. Vous prenez les mêmes conférenciers en 6e, en 5e, en 4e, c'est terminé. C'est terminé, peut-être. C'est terminé, c'est-à-dire que l'écoute est en rejet. C'est-à-dire que vous n'écoutez plus parce qu'il y a d'autres, parce qu'ils sont sur Internet, parce qu'ils voient que les people se droguent, que la cocaïne c'est rigolo, que c'est ludique, etc., etc. Mais quand vous ciblez au jeune âge, vous avez un effet de prise de conscience parce que à ce moment-là, il y a une éducation. C'est-à-dire que, connaissez-vous beaucoup de maîtres ou de maîtresses de l'enseignement primaire qui va dire « je vais faire une conférence sur la drogue à des enfants de 4-5 ans ». Je pense pas. Je pense que les parents s'y opposeraient. Mais quand ça se passe, par exemple, en Suède, en Norvège, ça fonctionne. Et pourquoi alors ça fonctionne pas chez nous ? Mais parce qu'à un moment donné, on parle à un enfant en le prenant pour une personne. Et quand l'enfant est très jeune, il est en capacité d'entendre des messages qui vont le marquer à vie. Après, il est en révolte, il est en rébellion, il n'est plus sensible à une autorité légitime. Et au plus vous allez dans la société, au plus l'âge diminue, où vous êtes en capacité d'appréhender une norme ou une règle. C'est pour ça que, au fond, on se dit, les gens sont réactionnaires, vous reculez, etc. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est un souci d'efficacité et de protection. On recherche ce qui est le plus efficace. Moi, je suis pas pour la camisole de force, hein, mais quand il n'y a pas d'autre solution, je me souviens à Château-Thierry, il y avait un garçon qui vivait dans les caves et qui s'est drogué à la colle. Les psys n'en voulaient pas parce qu'il n'adhérait pas. Ben oui, mon pote, il n'adhérera jamais. Donc moi, je l'ai mis en prison. Pourquoi ? Pas parce que j'étais méchant, mais parce que c'était le seul moyen de trouver un cadre où on pouvait le protéger. Quand vous étiez juge. Quand j'étais juge. Et l'affaire Palmade, pour ça, c'est un désastre ? C'est un signal désastreux ? C'est un désastre dans le sens où ça touche une personne et on peut se dire, bon, après tout, il s'en sort bien, etc. Là encore, on est entre maladie et délinquance. Je suis sûr que Pierre Palmade n'a pas voulu faire ce qu'il a fait. Mais quand vous dites à quelqu'un, bah oui, quand on se drogue, il ne faut pas prendre le volant. Tout le problème, c'est que quand vous êtes drogué, vous êtes dans l'abolition de tout. Donc, la règle, elle ne fonctionne plus. Donc, il ne faut pas se droguer. Bon, voilà. Et si vous dites ça, combien de fois vous avez vu des films, des animateurs de télévision, des gens qui rigolaient sur la blanche, la cocaïne, etc. Eh bien, à la fin... Pas chez nous. Hein. Voilà, pas chez vous, mais ça a existé, Laurence Ferrari. Oui, ça existait sans doute dans les années 80. Allez, un tout dernier mot avant le flash. C'est intéressant que vous disiez pas chez nous, c'est intéressant parce que justement, je voulais quelque part venir à ça. Derrière cette notion de décivilisation, il y a la mise à mal des fondamentaux. Des fondamentaux qu'on a connus et des fondamentaux qui peut-être effectivement faisaient que la société tenait debout. Les droits et les devoirs. On ne parle plus de devoirs. Il n'y a plus d'exigence, il n'y a plus de rigueur, ni dans la famille, ni à l'école, ni dans la société en général. On n'a que des droits. On n'est que dans la revendication des droits, toujours et encore. Si on n'a pas cet équilibre, c'est la société qui vole en éclats.